Geoffroy Vaha est notre invité du jour. Il est le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de deux sujets. Les travaux d'intérêt général au Burkina, une alternative viable à l'emprisonnement. Et second sujet, guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël vers un nouvel équilibre géopolitique. Bonjour et bienvenue à vous, Geoffroy Vaha. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. On y va donc pour notre premier sujet où on parle des travaux d'intérêt. Justement, quand on parle du travail d'intérêt général, dans le contexte qui est le nôtre, le contexte burkinabé, à quoi fait-on allusion exactement pour comprendre déjà les terminologies? Dans le principe, quand on parle du travail d'intérêt général, il s'agit déjà d'une peine alternative à l'endroit de quelqu'un évidemment qui passe devant la justice et qui est reconnu donc coupable. Et donc c'est une peine alternative qui le met à disposition pour une administration publique ou bien une association reconnue d'utilité publique. Et évidemment, le travail qu'il fera est non rémunéré. C'est le principe en fait du travail d'intérêt général. C'est pas nous qui avons commencé. Hein. C'est vrai que nous copions souvent les textes venus d'ailleurs. Quand vous prenez souvent le cas de la France par exemple, je pense qu'ils l'ont aussi depuis un bon bout de temps. Nous c'est en 2004 que cela est intervenu dans nos textes, donc c'est prévu qu'il y ait ce type d'alternative là, mais seulement c'est que malgré que cela a été prévu dans nos textes, à la vérité c'est que ce ne sont pas des types de décisions qui étaient données très souvent dans nos juridictions, et c'était ça la réalité. Je pense que même il y avait, et pour en arriver au changement qu'on a aujourd'hui, il y a eu en 2023, je pense la période d'août, des réflexions qui ont été menées par le ministère de la Justice pour prendre en compte évidemment ces peines alternatives là, et puis voir comment est-ce que ils peuvent recourir à cela le plus souvent, et puis voilà, quels sont les points d'achoppement et pourquoi est-ce que voilà, ce type de décision n'était pas donné. Et donc des réflexions avaient été menées, et je pense que c'est parce qu'il y a eu de bonnes propositions qu'aujourd'hui on se retrouve avec les décisions que nous avons, et ce qui est félicité quand on le voit aussi sur les réseaux sociaux, avec certains détenus mis à disposition notamment pour l'embellissement, curage des caniveaux et autres. Quand on regarde aussi, on sait clairement que c'est un choix assumé de nos autorités de privilégier le travail d'intérêt général au détriment de la prison conventionnelle que l'on a connue. Quelles sont vos clés de lecture par rapport à une telle option même? Ça a son sens, et je pense que c'est un élément à féliciter. Disons aussi que tout le monde ne bénéficie pas forcément du travail d'intérêt général. Je pense qu'il y a des cas spécifiques, et puis je crois que en son temps, ce qui posait un peu problème aussi, c'était la question de l'assentiment, notamment du concerné. Cela a été sauté, donc ça veut dire que le juge peut décider, même que vous le voulez ou pas, qu'on vous connaît le travail d'intérêt général. Alors qu'avant, je pense que c'était soumis à assentiment. Maintenant, quand on regarde, à la réalité, ça se comprend. Regardez nos prisons. À la vérité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne trahis rien. Je pense que le ministère de la Justice aussi avait partagé des chiffres. C'était en 2021. On parlait de notre surpopulation carcérale. On était à plus de 8300, je pense, détenus pour une capacité d'accueil d'à peine 5200. On parlait d'un taux moyen en 2019 de 137%. Pour ce qui est de notre surpopulation carcérale, c'était passé à 160% en 2021 pour les derniers chiffres que j'avais. Et quand on parlait de la MACO, on était à près de 400%. Ça veut dire que on a explosé les capacités d'accueil qu'on a. Mais qu'est-ce que cela donne à voir et à comprendre? C'est des conditions de détention qui ne sont pas forcément bonnes. Et puis pour ceux qui y vont, parce que tout le monde en tout cas souhaite ne pas avoir cela, mais ça peut arriver à tout le monde de passer là-bas. Et donc quand vous y allez, c'est des gens qui peuvent aller avec des délits mineurs et puis ressortir plus aguerris dans la malhonnêteté ou dans le mal, parce que il y a la promiscuité, il y a enfin mettre tout le monde ensemble. C'est ça la question de la surpopulation carcérale. C'est difficile de faire des choses, comme on appelle ça, des séparations. C'est un peu compliqué. Et à la vérité aussi, pour parler des chiffres que je partageais, il était revenu que 40% de cette population carcérale là était en attente de son jugement. Donc
Ça veut dire qu'il y avait la question aussi de la lenteur de notre justice qui... Non seulement la lenteur, mais il y avait aussi un autre élément, c'est la question de la détention préventive, auquel on fait très souvent recours. Donc, c'est un certain nombre d'éléments. Je pense que c'est des éléments comme ça aussi qui ont permis la réflexion de se dire, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas un genre de solutionnement? On a des gens qu'on mobilise dans des espaces alors qu'on n'a pas les capacités d'accueil. Il y en a qui ont des délits pour lesquels on pourrait va dire transformer la peine en une réalité plus intéressante pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que celui qui a été condamné peut apporter sa pierre à l'édification de la nation en contribuant. Ça a un caractère punitif, mais c'est aussi, quoi qu'on dise aussi, revalorisant pour l'élément lui-même. Parce que la plupart du temps, quand les gens vont, quand vous attrapez certaines personnes pour ces délits mineurs, vous allez comprendre que bon, il n'a pas de métier, il n'a rien à faire, il se débrouille, il n'a pas de qualification. Et quand vous prenez, par exemple, le dernier cas, je pense que c'était à Bobo du Lasso, les 52 détenus qui ont été mis dans le projet Faso Mebo. Mais quand vous regardez, c'est des gens qui vont apprendre à faire, comment dire cela, les pavés et tout. Mais déjà, ils contribuent de façon pleine et entière à l'embellissement de la ville. Ils deviennent importants, ils ont un rôle. Dans la société, c'est très bon d'avoir ce sentiment-là de compter. C'est très bon d'avoir ce sentiment de se dire qu'on n'est pas forcément à l'écart. C'est bon d'avoir ce sentiment de se dire qu'il y a quelque chose que je peux faire de mes 10 doigts. Et ça les réhabilite d'une certaine façon. Je pense que le juste milieu qui a été trouvé aussi, c'est que, je pense, pour un mois passé, vous avez 2 mois de remise. C'est un peu cela qui est fait comme alternative. Maintenant, évidemment, ce sont des travaux, logiquement, qui ne sont pas rémunérés. Mais j'ai dit ça les réhabilite à plus d'un titre. Et ça, c'est très important. Et la société aussi, au lieu de dépenser à s'occuper de personnes et à les entasser dans des lieux dont on ne maîtrise pas vraiment la gestion, parce que la surpopulation carcérale est une limite objective dans l'organisation de nos prisons. Donc lorsqu'on arrive à les désengorger comme ça, je pense que c'est tout le monde qui gagne. Alors dans l'univers carcéral aussi, on sait que des choses sont prévues quand même pour la réinsertion de ces prisonniers. Il y a un certain nombre d'ateliers qui leur permettent de se donner à un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, avec le travail d'intérêt général, est-ce qu'on pense aussi à la réinsertion sociale? Parce que quand on écoute vos explications, on se dit que là aussi ça peut être un tremplin pour la réinsertion. Bah évidemment, quand vous apprenez un métier, quand vous sortez de prison, au moins vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts. C'est déjà quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas de qualification. Et puis, je dis, il n'y a pas que ça même. C'est-à-dire, il y a le regard. Parce que très souvent, ce qu'on voit faire de petits actes répréhensibles, je dis petits parce qu'il y en a qui sont lourds et on sait de quoi on parle, mais très souvent, regardez dans leur vie, c'est des gens qui sont transparents dans la société. Même en famille, c'est des gens qui ne comptent pas, dont on ne demande pas l'avis, qui n'existent pas et qui se disent à un moment donné, mon rôle ici, là, c'est quoi? Donc quand il veut, ce qu'il peut prendre, il prend. Mais quand vous êtes un peu réhabilité socialement parlant et que vous voyez un regard qui devient différent sur votre cas et que vous dites, même dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose que je peux apporter. Et que puis sur une période, vous parvenez à avoir une certaine, comment dire cela, je ne vais pas dire expertise un peu trop poussée, mais vous avez des capacités sur un domaine, un corps de métier bien précis. Quand vous en sortez, vous vous dites, au moins je vais peut-être aller chercher du travail dans ce corps de métier, peut-être que je peux avoir, je pourrais faire mon petit chemin. Et ça, pour moi, c'est très important. Surtout le regard des autres qui change sur vous et le regard que vous avez qui est nouveau sur vous-même. Et ça vous permet de vous poser les bonnes questions et puis de sortir du cercle vicieux dans lequel vous êtes. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça amène sûrement à se redonner confiance quand on sait que certains n'ont même pas de visite parfois quand ils y sont. C'est ça. Et quand on parle de surpopulation carcérale, vous savez, quand vous êtes en prison, mais c'est-à-dire que si vous n'avez personne dehors, c'est autre chose. J'ai jamais été en prison, je ne sais pas. Mais nous, on a toujours pris nos caméras, on est allé dans des prisons, on a fait des sujets, on a fait plein de reportages. Mais quand vous voyez, quand on vous parle, si vous n'avez pas quelqu'un dehors qui vient vous apporter quelque chose, c'est pas simple. Regardez il y a des efforts qui sont faits. Mais quand vous avez des capacités de 5200 en termes d'accueil et puis vous vous retrouvez avec plus de 8000, vous pouvez organisationnellement gérer cela comment?
c'est difficile, c'est très compliqué. Donc ça devient des lieux à ne pas conseiller, ça devient des lieux où on sort moins bien forcément que lorsqu'on y entre. Alors pour terminer sur le sujet, quand on parle de travail d'intérêt général, cela me ramène aussi à il y a juste quelques mois de cela où on voyait des personnes avec des gilets en circulation pour avoir enfreint un certain nombre de règles. Quelle est la différence entre le travail d'intérêt général à ce niveau et celui dont on parle? Je pense que pour le TIG, il y a une décision de justice qui est donnée. Parce que j'ai dit que ça tire sa sauce depuis 2004. Maintenant, ça n'était pas appliqué. Ça veut dire qu'au lieu de vous condamner, par exemple, à 9 mois de prison, on vous dit que vous aurez telle période de travail d'intérêt général. Ça veut dire que vous êtes reconnu coupable de fait et vous êtes donc sanctionné pour cela. Et au lieu d'aller en prison, c'est plutôt un travail que vous allez faire pour voilà, une administration publique ou bien pour une association, comme j'ai dit, qui est reconnue d'utilité publique. Donc, il y a quand on vous attrape au feu, je pense que ça c'est un caractère punitif immédiat. Mais quand on prend le cas de la justice, là il y a un procès, il y a tout ça. Donc c'est vraiment la différence aussi. Et nous allons aborder cette fois-ci le deuxième sujet qui nous amène au Moyen-Orient, guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël vers un nouvel équilibre géopolitique. Déjà, est-ce que vous avez été surpris et est-ce qu'on peut revenir sur les causes justement de tout ce qu'on a vu? Et même les 12 jours, est-ce que tout ceci vous a surpris? Bon, on sait qu'il y a quand même des tensions entre Israël et l'Iran depuis presque toujours. Et ça, c'est à la faveur comment dire cela, du renforcement des capacités destructrices de l'Iran et qui forcément met Israël dans un plus qu'inconfort, parce que ce qui est posé, c'est la survie même d'Israël. Parce que l'Iran est très clair. L'Iran dit que Israël n'a pas droit d'exister. C'est ça en fait le gros problème. Parmi les pays arabes, l'Iran est l'un des rares qui ne reconnaît même pas l'existence d'Israël. Et donc, qui ne cache pas aussi toute dynamique qui pourrait concourir à ce souhait-là de rayer Israël. Et donc, quand vous avez un pays comme ça qui arrive peu à peu à enrichir son uranium, de sorte à ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils n'ont plus la capacité, ils ne sont pas loin d'avoir l'arme atomique, ça devient une grosse inquiétude, notamment pour Israël, qui a de nombreux ennemis, c'est clair. Mais quand on prend dans cette sous-région-là, il devient l'alter ego le plus effrayant. Et ça, c'est une vérité. Et au fil du temps, on a vu même d'ailleurs avec la fameuse guerre des 12 jours, on a compris que l'Iran n'est pas le faiblard qu'on pensait et que la structure protection que Israël a mise en place, écoutez, l'Iran est arrivé à un moment donné à développer une force de feu capable de contourner les mesures protectionnistes qui ont été prises militairement. Donc ça devient une puissance de feu qui commence à faire peur. Et c'est bien pour cela aussi que derrière Israël, vous avez les États-Unis qui à un moment aussi, qui est un allié logique d'Israël, qui est obligé de venir à un moment donné aussi dans cette guerre avec les frappes que l'on a vues et qui a aussi supplie un peu tout le monde. C'est ça la réalité. Mais on a fait une très belle émission qui est passée hier d'ailleurs, où on est revenu un peu sur les origines de la crise, parce que c'est une question à la base de terre promise. Et donc il y a du religieux, il y a beaucoup d'autres choses derrière qui sont de l'ordre même de l'histoire, qui fait que aujourd'hui, comme le disait Trump à un moment donné, ils se tapent tellement qu'à un moment donné, ils ont oublié pourquoi ils se tapent. Mais c'est que quand vous regardez dans le fondement, il y a du religieux, il y a des parties de terre que l'on dit être destinées et promis par Dieu. Donc quand on rentre dans cette dimension, ça devient autre chose. Et quand une terre est sainte et que chacun la revendique, parce que sa religion et sa croyance y est liée, ça donne aussi ce que nous sommes en train de voir. Et
il y a aussi les choix aussi historiques qui ont été faits de reconnaître Israël en tant que normativement existant, et puis ne pas reconnaître cela à la Palestine. Ça devient ce genre d'injustice sur lesquelles chacun se braque et puis chacun se positionne, ce qui fait un genre de clivage dans cette région-là. Vous faites bien de donner ces précisions parce que pour beaucoup, ces attaques d'Israël sur l'Iran visaient uniquement à jouer sur le programme nucléaire iranien, alors qu'on se rend aisément compte au fil du temps qu'il y avait d'autres objectifs à l'arrière. Vous avez parlé aussi de ces aspects religieux et tout, de l'histoire et tout. Mais quand on regarde aujourd'hui, quel est le rôle, quelle est la place des États-Unis dans l'escalade au niveau de ce conflit-là? On l'a vu. D'abord, j'ai dit, les États-Unis sont l'allié logique d'Israël. Et puis, je pense aussi que le sionisme qui avait été à un moment donné le retour des Juifs sur une partie de terre, qui avait été d'abord émis en projet, puis acté, puis fait, ça a eu toujours l'accompagnement des États-Unis. Et donc, c'est un allié de longue date. Maintenant, dans ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis prennent conscience qu'il y a un pays qui est l'Iran qui commence à devenir de plus en plus fort. Parce que quand vous regardez, il y a eu, parlant de la question du nucléaire iranien, il y a eu beaucoup, il y a quand même beaucoup d'étapes. D'abord, l'Iran commence la question du nucléaire en 1950. Ils commencent en 1950 et en son temps, ils étaient avec qui pour cela? Ils étaient avec, je pense c'était la Russie et puis après l'Allemagne qui a pris le relais. En ce moment, ça ne dérangeait pas. Et c'était sous un régime aussi qui avait ses accointances avec Israël. Donc on n'était pas dans la logique d'aujourd'hui où ces deux États qui sont en chaîne de faïence. Et en ce moment, c'était le Shah qui était en place, celui que l'ayatollah Khomeini est venu donc faire tomber en 1979. Et lorsque l'ayatollah Khomeini vient en 1979, il vient avec une rupture de sa façon de faire avec Israël. Et donc, c'est là où on a le regain de ces tensions-là entre ces deux pays, parce que l'ayatollah Khomeini, lui, ne voyait pas le rapprochement possible avec Israël et ne comprenait même pas pourquoi est-ce que cet Israël-là pourrait donc exister. Et puis, n'oublions pas aussi qu'après vient la guerre Iran-Irak, qui finit, je pense, aux alentours de 88. Et quand ça finit, mais pendant la période de la guerre, on a un Iran qui a, parce qu'il y avait des embargos, il y avait beaucoup de restrictions, était obligé de fabriquer lui-même ses armes. Donc, dans cette période-là, il y a une expertise que l'Iran a développée, arrivé à produire même des missiles supersoniques qui ont commencé à effrayer toute la sous-région. On s'est dit, mais comment ils sont parvenus à le faire? Mais c'est là où il y a le double jeu souvent de ces superpuissances-là. On a toujours les blocs qui, dans les intérêts, sont toujours de façon sous-jacente à aider le camp pour le basculement. Et c'est dans cela que l'Iran a pu, à un moment donné, accroître sa force de feu. Et je pense avec les réformateurs qui étaient revenus, parce que n'oublions pas que l'ayatollah aussi à un moment donné en 2005 avait dit la question du nucléaire, même dans sa posture musulmane, ce n'est pas un élément qu'il faut avoir. Mais après, ça a changé. Le discours a changé, puisque les réformateurs qui sont venus, eux, ont repris donc l'enrichissement de l'uranium comme ils le voulaient. Et voyant cela, aux alentours de 2013, à un moment donné, les États-Unis et les autres puissances ont dit, bon, écoutez, on voit où vous êtes en train d'aller et on ne veut pas que vous ayez sur l'enrichissement et en arriver aux militaires. Donc, il y a une convention qui est signée, je pense 2 ans après, et il y a l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique, qui est obligée à chaque fois de venir superviser et voir où ils en sont dans cet enrichissement-là. Étant entendu qu'il y a, je pense, un plafond de 3% qui ne devait pas être d'enrichissement qui ne devrait pas être dépassé. Et donc, il y a l'AIEA qui passait de façon régulière pour pouvoir veiller et voir où ils en sont. Parce que le nucléaire, il ne faut pas oublier qu'il y a son utilisation civile. Et nous, tantôt aussi, nous, la plupart de nos pays, on a vu le Mali qui allait signer, nous avons signé aussi, parce que sur la question nucléaire, on a une alternative sur les questions énergétiques. Et ça, c'est très important. Maintenant, on ne veut pas qu'il y ait ce dépassement-là pour en arriver aux militaires. Et aujourd'hui, de ce qui ressort, c'est que l'Iran en est à un taux d'enrichissement de près de 60%. Donc,
j'écoutais, il n'y a même pas longtemps, celui qui est à la tête de l'AIEA dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui si l'Iran est capable ou pas, ou l'Iran possède cette bombe atomique. Mais il y a une réalité, c'est qu'ils sont vraiment très avancés. Maintenant, après, il y a l'enrichissement, mais il y a ce qu'ils appellent la métallisation. Mais ça, c'est des éléments très techniques. Mais pour revenir à la question de l'Iran, n'oublions pas aussi qu'en temps, il y a un jeu que les États-Unis ont joué qui n'était pas si sain que ça. Parce que je disais à un moment donné, en 2013, il y a un protocole qui est signé, l'Iran accepte d'évoluer sous surveillance de l'AIEA. Il a même permis à ce que les scientifiques de l'AIEA puissent aller investiguer. Mais à un moment donné, qu'est-ce que les États-Unis font? C'est en 2018, Donald Trump décide de façon unilatérale de quitter cet accord-là qui a été signé. C'est depuis ce moment-là que l'Iran a accéléré son enrichissement d'uranium. Donc la faute à qui quand vous regardez? Mais donc on se réveille un matin, on se rend compte que l'Iran est très avancé, on ne veut pas que l'Iran ait cette bombe atomique-là parce que l'équilibre de la terreur risque fort de basculer, et donc on vient au casse-tout. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Justement, beaucoup oublient qu'Israël s'est déjà doté de l'arme nucléaire. Est-ce que quand on a un voisin qui en dispose et lorsqu'on connaît les guerres historiques, est-ce que c'est tout de même pas normal de penser aussi à se protéger en termes d'équilibre? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'équilibre de la terreur là risquait fort d'aller dans un genre de basculement que les États-Unis ne veulent pas, que Israël ne veut pas. Mais attention, est-ce que quand on regarde, même il y a une logique derrière? Parce que ceux qui détiennent l'arme atomique, ils décident un matin que bon, nous on a ça, plus personne ne doit l'avoir. On peut vous aider sur le nucléaire civil, on peut vous accompagner, mais si c'est le nucléaire militaire là, on ne veut même pas que quelqu'un puisse l'avoir. Mais après, quand ils disent ça, ils retournent et chacun aide certains à l'avoir après. C'est ce qui s'est passé. Mais quand vous prenez le cas de l'Iran, l'Iran en est capable. C'est un cheminement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand vous regardez récemment, ils n'ont pas seulement tapé que essayer d'affaiblir les sites. Non, les personnes qui travaillaient dessus, les scientifiques comme militaires, ont été ciblés et tués. C'est ça la réalité. Parce que c'est quelque chose qu'on veut tuer dans l'œuf. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, c'est la question des rapports de force. Il n'y a pas de logique, c'est le plus fort qui décide. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez un voisin qui a une arme qui peut vous faire taire à tout moment. Vous effacez complètement. Vous faire taire à tout moment. On vous dit, vous n'avez pas le droit de l'avoir, même si vous avez la capacité de pouvoir créer cela. On dit que ce n'est pas possible. C'est la force qu'on fait et le monde, il est fait comme ça. C'est des épreuves de force. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Parlant des épreuves de force, quand on parle d'Israël, tout le monde est au courant des États-Unis qui sont derrière. Mais quand on parle de l'Iran, vous l'avez dit en début déjà de l'émission sur la thématique, qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas l'Iran qu'on croyait être. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un pays qui peut réagir et qui peut perdurer dans une crise. Qui sont les soutiens de l'Iran finalement? En Israël, on sait que c'est les États-Unis, mais en Iran, est-ce qu'il y a des soutiens? Donc quand on regarde aussi l'Iran dans son évolution, on parle du monde arabe. Tout à fait. Attention. Et dedans, ils ne sont pas aussi homogènes. Ça, c'est vraiment une réalité. Ils ne sont pas homogènes. Et dans dans l'évolution des choses, j'avais cité la Russie à un moment donné, l'Allemagne à un moment donné, mais c'est des éléments qui changent au fil des postures. Et même quand vous regardez aussi même la Russie aujourd'hui, elle est un peu dérangée par ce qui est en train de se passer. Parce que même si l'Iran parvient à avoir cette arme-là, ce n'est pas forcément d'intérêt au regard de... Parce qu'il y a des gentlemen agreements qu'ils ont entre eux. C'est eux les superpuissances, personne d'autre doit rentrer dans le cercle. C'est ça la réalité. Donc il y a un genre de... Même quand on vous soutient, il y a toujours la limite objective de l'intérêt qui revient. Et quand vous regardez la posture de l'Iran, l'Iran aussi a travaillé, que ce soit dans les pays que vous avez à côté, Irak, Yémen, Israël même, Liban, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des forces qui combattent sur le terrain, qui sont parvenus à faire un genre de... comment dire cela ils ont un nom qu'ils ont donné dont je ne me rappelle plus, mais c'est un genre de bouclier qu'ils ont créé, mais qui est très nuisif, notamment pour Israël et pour ses influences même dans la sous-région, qui sont des groupes qui tentent aussi
toujours à gagner du terrain, qu'on traite quelquefois de terroristes, mais qui sont soutenus militairement en fond et tout par l'Iran. Donc c'est ça la question aussi de ce Moyen-Orient et de ces influences qu'il y a derrière. En 3 minutes, ma toute dernière question. Aujourd'hui, après 12 jours de conflit dans le Moyen-Orient, où l'on aura tout vu, quelles sont les leçons à tirer pour les pays africains en matière de diplomatie, de sécurité et de souveraineté? Ah oui, mais il y a beaucoup de leçons. Il y en a qui disent que le droit international a été foulé aux pieds. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Ça veut dire c'est-à-dire on a convenu d'un certain nombre d'éléments qui gèrent ou bien qui sont des éléments qui sont de l'ordre de définir comment devraient être les rapports, mais quand vient l'intérêt ou quand vient la question géostratégique, tout cela est balayé du revers de la main. Israël s'est levé, il a frappé. Et quand Israël frappe l'Iran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont dans leur droit. C'est une frappe préventive. Mais est-ce que le droit international, c'est ce qu'ils disent? C'est ce qu'il dit. Mais Israël dit, à partir du moment où je suis à un niveau de menace qui est concret, je ne vais pas attendre. Et les États-Unis qui viennent et qui frappent, qui quittent loin là et qui viennent, qui frappent parce qu'ils ont des bases à côté. Donc, commençons à réfléchir. Quand on parle de bases, souvent à côté de vous, il y a la question géostratégique. Donc, il faut commencer à réfléchir. Et ça, je pense qu'il y a des leçons, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, regardez sur ce même chapitre-là, la Russie qu'on aurait pu penser se positionner d'une autre façon, en tout cas être dans un jeu où il regarde avec des condamnations, un peu, mais juste parce que quand il s'agit d'intérêt, tout le monde s'entend. Même vous prenez le cas de la Chine qui avait tenté de se positionner aussi dans le monde arabe en tentant le rapprochement Iran, Qatar et tout. Lui, quand il regarde aussi, il est en train de questionner aussi son économie et les échanges qu'il a avec l'Iran qui sont très importants. Et là-dessus, la condamnation, elle n'est pas dans l'ordre de ce que certains auraient vraiment attendu. Mais parce qu'il y a des intérêts qui sont monstres, qui sont en train de se jouer là. C'est ça la réalité. Donc, tout est question d'intérêt. Il n'y a pas de bonhomie dans ces relations internationales. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer votre tête. Non, c'est ce qu'il gagne. Et ce que vous gagnez, c'est ça qui est pour moi le questionnement important dans nos États africains. Longtemps, on pensait qu'on va faire des choses parce qu'on nous aime. Non, ça c'est fini. Ce monde-là, il n'y a pas de bonhomie. Il y a un intérêt. Maintenant, on doit avoir des chefs d'État qui sont assez responsables et portant la patrie dans leur cœur pour, dans ce que l'autre cherche en termes d'intérêt, défendre l'intérêt de sa nation, l'intérêt de sa patrie, l'intérêt de ses peuples. C'est ça le plus important. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Geoffroy Var. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un plaisir. Un plaisir. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.